qu'est-ce qui, selon toi, manque à la communauté telle que tu la vois aujourd'hui comme éléments fondamentaux de l'éducation financière? Hmm, hmm. C'était l'une de tes questions, ça, Ouais, à c'est laquelle obligé je que je la pensais. pose, celle-là. C'était Ouais. obligé. Là, ça va être touchy. Ouh là là. Hmm. Parce que, waouh. Soit je donne une réponse politiquement correcte, soit je donne une réponse cash. Nous, on Laquelle veut tu la préfères? vraie, on veut la vraie. Et tu me mets en danger, là. Ouais. Et si elle est Bon. vraiment cash, on s'en servira comme un réel sur Instagram. Aïe, aïe, aïe. Ok, Je rigole. ok. Alors, ce qui manque, selon moi, c'est au-delà de l'aspect que tous nous connaissons. J'ai vraiment, je suis souvent profondément blessé lorsque mon humanisme africain se manifeste envers quelqu'un et que en face de moi, par cette idéologie euh, de, de, de culture africaine et d'ascendance africaine, et que ça se manifeste envers quelqu'un et cette personne me trompe et me trahit. Mhm. Je peux supporter beaucoup de choses, mais la loyauté est la qualité que je mets au-dessus de tout. Hmm. Et je déteste la trahison sous toutes ses formes, encore plus aujourd'hui. D'accord. Je peux être souple avec beaucoup de choses, mais j'ai beaucoup de mal avec des choses qui vibrent, des médiocrités, comme je les appelle. Donc ça me blesse particulièrement lorsque je fais confiance à quelqu'un sur cette base-là Mhm. et que cette personne me trompe. Maintenant, je retourne après dans mon pragmatisme et je me dis, bon, c'est pas qu'il est noir ou quoi, il est juste humain. Mhm. Donc je le sors du prisme noir, pas noir, parce que n'importe qui pourrait me le faire. Hmm. Mais comme on est dans cette démarche-là et qu'il y a des réalités sur le continent, bon, bah, je suis affecté par rapport à ce genre de choses. Hmm. Ça, c'est la première. Ensuite, si demain j'avais je sais pas, disons un poste politique et que j'avais ce genre d'agenda sur la table, Mhm. eh bien, je mettrais en œuvre des grands chantiers sur l'éducation depuis le bas. Ok. Et l'éducation, non pas seulement sur des connaissances théoriques, Mhm. mais l'éducation sur l'état d'esprit. C'est un état d'esprit que nous devons plus développer. Et de l'état d'esprit va découler des choses qui vont être grandes. L'état d'esprit, c'est cette graine qu'on met dans la terre, qu'on arrose, qui s'enracine et qui va donner différents arbres. C'est ça. Hmm. Et si on a l'état d'esprit, ça veut dire créer des écoles d'excellence. Ok. Ça veut dire créer des environnements où l'ambition n'est pas un gros mot, où le goût du travail bien fait, la précision, vraiment l'esprit du focus et d'élargissement vont être bien accueillis. Hmm. Voilà les grands chantiers principaux. Hmm. Et au travers de ces chantiers principaux, oui, former à des métiers qui vont être utiles. Hmm. À un autre niveau, c'est créer des ponts, des relations avec nos voisins sur des aspects intelligents. Bon, après, j'imagine que je suis pas plus intelligent qu'un chef d'État. Ils ont déjà pensé à toutes ces choses-là, mais je suis toujours surpris de voir qu'il n'y a pas des filières d'excellence. Hmm. Mais là, en plus, quand tu as parlé de filière excellence, tu as mis le sujet technique Oui. professionnel en second lieu, en second point. En second lieu. Et c'est intéressant, Luc, je sais pas si, mais on en parlait ce matin. Tu vois, on parlait ce matin Ouais. avec Luc. On parlait de l'immobilier. Il m'a envoyé une vidéo sur l'immobilier, sur l'erreur d'acheter de l'immobilier en résidence principale. Et il disait que tu me diras si je recite bien ce que tu as dit, mais que ce qu'on doit transmettre à nos enfants, et ça rejoint ce que tu viens de dire, c'est plus les valeurs, la rigueur, la discipline et l'amour qui leur permettra d'accéder à tout le reste plutôt que de leur transmettre un bien immobilier. Parce que je lui disais, on faisait un calcul et la personne disait que si tu fais de l'immobilier pendant 25 ans à 4%, avec un taux à 4% par an, à la fin, tu as payé 2 fois le prix de ta maison. Et je lui disais que moi-même, j'avais fait un calcul une fois, je crois, 300, un bien acheté à 200 000 euros, avec 300 mensualités à 1 000 euros. À la fin, j'ai payé 300 000 euros. Hors intérêt. Avec les intérêts. Avec les intérêts, oui, avec les intérêts, oui, avec les intérêts. Donc 100 000 euros. Non, j'allais dire hors charge et hors impôt. Hors charge et hors impôt. Tu as tout à fait raison. Ouais. Si tu ajoutes les charges et les impôts, je pense qu'on est à 200 000 facile. On se rapproche, oui. On se rapproche. Et donc finalement,
je peux me demander est-ce que j'ai bien fait d'acheter ce bien. Mais d'un autre côté, si t'as pas une vraie conscience de la gestion financière et autres, bah en fait, t'aurais rien fait de cet argent, de ces 100 000 euros. Tu l'aurais peut-être dilapidé. Aussi. Donc, alors, voilà, bon. Moi, je vais lui répondre qu'aujourd'hui, il est beaucoup mieux de transmettre un bitcoin à son enfant que de lui transmettre un bien immobilier. Je ferme la parenthèse. Et ça, je peux le réaffirmer. Il est préférable aujourd'hui, selon ma vision, de transmettre un bitcoin à son enfant en héritage qu'un bien immobilier. C'était le sujet de ma conférence en 2022, la crypto-monnaie, un élément du patrimoine. J'avais dit au même titre que l'immobilier, mais j'étais encore soft à l'époque, je voulais pas choquer les gens. Maintenant, l'immobilier, dans l'absolu, j'ai de l'immobilier et je voulais vendre cet immobilier pour rentrer totalement dans la crypto. C'est une grande sœur à moi, malienne, Aïssatou Silla, que je salue déjà, et son mari, mon oncle Habib Dambélé, qui m'a dit non, il faut que tu gardes l'immobilier. Peu importe ce que ça coûte, il faut que tu gardes l'immobilier parce qu'il faut avoir une vision long terme. Mais maintenant, quand on investit dans l'immobilier, il y a la théorie classique apprise qui est acheter sa résidence principale pour ne pas jeter de l'argent par les fenêtres. Totalement. Ça, c'est le premier palier. Sauf que Robert Kiyosaki disrupte un peu ça en nous disant que la résidence principale est un passif et pas un actif. Parce que ça sort, sur le principe, ça sort l'argent de ta poche et ça n'en rentre pas. En tout cas, pas maintenant. Tout à fait. Donc, l'idée, c'est plutôt, on pourrait se dire, tiens, prenons une famille qui est dans un appartement et qui sont très bien, le loyer va bien, ils n'ont pas de souci. Il est préférable pour eux d'acheter des actifs immobiliers qu'ils vont mettre en location, donc des actifs qu'ils vont transmettre. Et d'ailleurs, l'immobilier ne s'achète pas seul, ça s'achète toujours par paire. Qu'est-ce que tu entends par paire? Toujours 2 immobiliers, jamais seul. J'ai jamais entendu ça. Eh ben oui, parce que prends un immobilier à 200 000 sur 20 ans. Au bout de 10 ans, disons que tu as remboursé la moitié, il reste 100 000. Je caricature, pas d'intérêt, rien. D'accord. Si tu prends 2 biens immobiliers à 200 000, au bout de 10 ans, il te reste 2 biens immobiliers avec 100 000 euros chacun. Ah, t'as remboursé. Si tu en vends un à 200 000, tu rembourses le passif sur un, tu rembourses le passif sur l'autre. Tu as donc fait un effet de levier. Ça veut dire qu'en moitié moins de temps, tu as un bien immobilier pleinement. Tu vois, c'est des petites stratégies comme ça. Ah ouais, intéressant. Eh ben oui, moi je fais pas la gestion de patrimoine de manière classique. On est là pour vraiment emmener à utiliser. Mais c'est pas facile d'acheter 2 biens en même temps aussi. C'est pas facile. Il faut avoir la volonté, il faut avoir les moyens et se donner des trucs. Bon, certains peuvent en acheter 2 pour faire leur stratégie. La doublette, c'est les gens qui achètent un bien, 2 biens au même moment en fait, avec le même bulletin de paye. Ils vont voir banque A, banque B, et ils arrivent à acheter 2 biens avec le même dossier au même moment, ce qui fait que la banque ne sait pas que tu es endetté sur le premier bien. Alors, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, je sais que c'est pas quelque chose que tu recommandes. Je ne peux pas recommander ce genre de choses, qui plus est de manière publique. Voilà. Mais on voit beaucoup ça sur YouTube. Mais on voit ça beaucoup. C'est une des stratégies, mais bon voilà, on le sait tous que c'est illégal. donc faut pas trop le faire. Je connais même certains qui en ont acheté 4. Ok. C'est pour te dire. Bon, ils ont pris énormément de risques, mais il s'avère qu'ils ont tenu le risque. Bon, c'est pas parce que certains l'ont tenu que tout le monde va le tenir. Mais moi, j'en connais. Ouais, d'accord. Mais on ne recommande pas. Okay. D'accord. Et donc donc c'est pourquoi je mets toujours j'ai toujours mis l'éducation et l'état d'esprit qui est à travailler au départ, parce que c'est lui qui permet de comprendre les enjeux de ce qu'il y a. Et donc l'immobilier, pour moi, il vaut mieux acheter un immobilier de rapport qui va augmenter le rendement locatif, et celui-là, on peut le transmettre. Et avec cette vision long terme, parce que ce que nous allons faire, c'est mettre nos enfants sur nos épaules pour qu'ils voient plus loin que nous. C'est le but. Oui. Donc, on se sacrifie pour les générations d'après. Ça me rappelle cette conférence de Patrick Burenstenas, un alchimiste qui parle de l'altruisme qu'a eu les tailleurs de pierre de l'époque des cathédrales, certains ont commencé la construction, mais la majorité n'ont pas vu l'œuvre terminée. Imagine l'altruisme qu'il faut pour démarrer quelque chose que tu ne vas pas voir terminer. Totalement. Et donc, ils ont laissé une empreinte, ils ont laissé une trace d'eux dans l'éternité du monument en gravant la pierre, par exemple. Donc, tu vas voir certaines pierres qui ont des gravures de celui qui a taillé la pierre. Tu vois ? Donc, c'est ce qu'on fait un peu aussi. Ça veut dire
à un moment donné, on ne pense plus à notre bien temporel, là, et on a cette vision de transmission patrimoniale. Et en ça, l'Européen, aujourd'hui du moins, a une avance sur ce sujet-là, parce que nous avons très peu de transmission transgénérationnelle, qui est un sujet qui doit maintenant rentrer dans notre vocabulaire. Ouais. Autodétermination économique et financière, maîtrise de ses finances et de son économie, la volonté de s'enrichir, la dynamique de s'enrichir et surtout la transmission patrimoniale transgénérationnelle. Donc créer de la richesse. Tu fais exprès de cogner à chaque fois. Non, même pas. À chaque fois qu'il dit une punchline, j'ai même pas fait exprès. Celle-là était moins forte que l'autre. Mais bon, ça résonne toujours, voilà. Ça a du sens. Ça a du sens. Mais je pense que c'est un sujet, en fait, on est sorti, j'ai l'impression, sociologiquement, on est sorti de la situation où on devait se battre pour l'alimentaire. Et notre génération, c'est pour ça que je parle de génération providentielle, on commence à avoir ce type de réflexion. Oui. Aux États-Unis, le concept de generational wealth, ils en parlent beaucoup. Oui. Et ça vient aussi chez nous, je pense. Oui. Tu vois, oui. Il y a des personnes qui sont avisées comme toi, on les entend de plus en plus, je trouve. Tu sais, nos parents ont peut-être fait une petite erreur. C'est pas très cool de dire que les parents ont fait des erreurs parce qu'on respecte beaucoup nos parents. Mais en tant qu'adulte aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir un œil critique sur ce que nos parents ont fait, non pas pour leur taper dessus, mais pour nous améliorer? C'est un processus d'amélioration continue, n'est-ce pas? Ils ont peut-être fait une erreur, c'est celle d'envoyer tous ces capitaux en Afrique pour construire leur maison. Parce que dans la plupart du temps, dans la plupart des cas, leurs enfants n'ont même pas de goût à continuer cette œuvre-là ou n'utilisent même pas la maison qui tombe en décrépitude. En revanche, s'ils avaient eu la démarche de s'enrichir là où le destin les a mis, c'est-à-dire ici en France, il y a longtemps que nous serions aussi une voix qui compte, parce que la voix qui compte, elle est d'abord sur l'aspect économique. Parce que lorsque tu as droit de cité, c'est en fonction de ce que tu pèses. Et quand on a une communauté riche, qui a une volonté de s'enrichir, donc ça crée un mimétisme ça se connecte à tous les autres esprits. Par exemple, on a eu la vague, je me souviens, il y a 10-15 ans, des Asiatiques qui ont acheté dans le 77 du côté de Ceris, de Marne-la-Vallée, qui ont créé plein de villes là-bas. Les Vietnamiens même. Les Vietnamiens. Et ces villes-là ont aujourd'hui une valeur immobilière très importante. Le cours de l'immobilier a explosé. Est-ce qu'ils savaient que le 77 allait être le département qui allait voir sa population doubler dans les 10 prochaines années? Je ne sais pas. Non. Mais en tout cas, ils ont eu cet esprit. On voit aujourd'hui la communauté peut-être indienne, sri-lankaise, pardonnez-moi si je mélange tout le monde et qu'il faut pas, voilà, mais indienne, sri-lankaise et pakistanaise et autres, qui est maintenant en train d'acheter du côté de Drancy, Aulnay. Et je me suis baladé là-bas la dernière fois parce que je possède un bien là-bas et je les ai vus dans la rue. Ils étaient là, grosses voitures, les jeunes dehors, ils sont là, quoi. Ça change de l'image qu'on avait on disait le Pacato avec son truc, tu vois. Là maintenant, ils sont en place. Et nous, on regarde. On est où? On est où? Alors. On végète où? Ouais, c'est ça que je suis en train d'essayer de me réfléchir. J'ai pas cette connaissance-là, mais peut-être que les gens nous diront en commentaire. Hein. J'espère. Qu'il y a des zones où on voit beaucoup de noirs plutôt bien dotés économiquement. On va s'intégrer dans d'autres communautés ou dans d'autres quartiers. Tu en trouveras toujours quelques-uns qui, parce que oui, bien sûr, le quartier s'est amélioré, il y a des infrastructures qui sont arrivées, mais un environnement précis où tu nous vois nombreux, autrement que dans des endroits un peu pauvres ou un peu en construction ou pauvres ou autres, en étant avec une proportion de propriétaires est faible. Ouais, j'essaie de réfléchir. Et aujourd'hui, la communauté maghrébine aussi a beaucoup investi dans la Seine-Saint-Denis particulièrement. Alors j'aurais du mal à prendre la communauté maghrébine parce qu'ils étaient là avant nous. Ouais. Alors que je trouve que sur les Sri Lankais, Indiens, Pakistanais et autres, oui. C'est hyper intéressant parce qu'ils sont arrivés soit concomitamment, soit après. Soit un tout petit peu bien souvent après, j'ai l'impression. Bien souvent après, oui. Et
si on pousse l'analyse, alors la petite différence avec eux, c'est que bien souvent, nous, on parle de Indiens, tout ça, mais tu vois, on va revenir à une discussion qu'on avait en dehors, en off. Ceux qui on voit beaucoup, c'est les Tamouls, Oui. tu vois, qui ont été persécutés chez eux, Oui. et donc qui sont partis, et il y a toute une immigration autour de Oui. ça. Et donc, ils sont une communauté. Qui a des ramifications partout. Exactement. Mais ils sont une seule communauté. Comme quand je te parlais des Chinois, je te parlais des Gonzhou. Et pas des Chinois au sens large. Ouais. Alors que nous, la difficulté qu'on a, c'est que nous, en fait, on fait cette erreur de comparer notre intérieur avec l'extérieur des autres. Et nous, noirs que nous sommes, tu es Camerounais, je suis centrafricain, il est congolais, l'autre est malien, l'autre est... Et donc, finalement, on a du mal à avoir une réflexion de groupe parce qu'on a une diversité qui est forte. Oui. Peut-être que notre génération, et à partir de notre génération, ça va changer. Parce que le fait qu'on soit restés en Occident tous crée une uniformité. Tu vois, là, on est tous ensemble, là, de différents, mais en réalité, on a tous les mêmes codes. On a beaucoup les mêmes codes. On a beaucoup les mêmes codes sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de sujets. Et donc, finalement, peut-être que dans 20, 25 ans, nos enfants, s'ils gardent ça, auront cette tendance à se dire, je vais habiter dans tel coin où il y a d'autres noirs. Peut-être. Je suis pas sûr, mais peut-être. D'où la transformation de l'esprit. Effectivement. Tu vois? Et ça répond au sujet qu'on avait avant le podcast, où moi, je t'affirmais la nécessité de créer une conscience collective. Et je vois déjà ceux qui me diront, oui, mais ça va être aux dépens de nos individualités, de nos traditions, de ceci, de cela, de machin. Il y a deux aspects à voir. C'est celui, comme tu dis, de notre intériorité au niveau micro, bien que le continent africain est le plus grand continent au monde et que les cartes sont fausses. Ça, c'est un autre sujet. Mais nous sommes face aujourd'hui à un monde qui se mondialise, qui se globalise et où on retourne au bloc de pouvoir et au bloc de puissance. Donc nous, si nous voulons avoir notre mot à dire, nous devons créer cette unité, cette uniformisation qui a justement été le biais par lequel cet éclatement à l'intérieur du continent a permis que nous puissions être dominés de l'extérieur. Et tu vois, même sur l'aspect de domination extérieure, je n'ai plus du tout l'aspect émotionnel de les Arabes nous ont fait ci, ont fait ça, ont castré. Bien sûr, c'est horrible, c'est un crime contre l'humanité vécu 2 fois coup sur coup par les Arabes, les conquérants arabes d'abord et les Européens ensuite. Mais s'ils l'ont fait, c'est qu'ils avaient les moyens de le faire. Et donc, dans un jeu de stratégie militaire ou de stratégie de guerre ou de stratégie de la vie, ce n'est pas juste ou injuste. C'est est-ce qu'on a le pouvoir ou le non-pouvoir. Et quand on a le pouvoir, on fait. C'est tout. Alors, si les Européens avaient été à notre place, bon, nous, on était protégés parce qu'on avait la MAT, potentiellement. Mais à un moment donné, on a eu aussi des guerres civiles lorsque la royauté des pharaons s'est opposée au pouvoir des prêtres, avec Akhenaton qui voulait reprendre le culte divin par lui-même. Et de ce fait, il a diminué le pouvoir des prêtres. Mais ça s'est pas passé qu'en Égypte, ça s'est passé aussi au Japon, et ça s'est passé en Europe avec Luther. Ça s'est passé au Japon avec Nichiren Daishonin, par exemple. Donc l'histoire se répète un peu. Donc s'ils ont réussi, c'est qu'ils avaient les moyens de réussir. Ils se sont dotés des moyens, de la volonté d'abord, des moyens ensuite, et la volonté leur a donné les moyens et leur a donné les opportunités. Donc sujet... Notre volonté doit être celle d'une unité. Le combat panafricain est le combat de notre survie. Et on a eu ici un podcast avec Babacar Seck qui lui a étudié en Chine pendant longtemps. Et c'est lui qui m'a ouvert les yeux, mais j'ai pas fait les recherches pour le confirmer. Je vous laisse dire en commentaire si ça se confirme ou pas. Que la Chine, justement, toute l'histoire de la Chine est un combat pour l'unification. Tu vois, les attaques japonaises, les seigneurs, à un moment. Et aujourd'hui, la Chine que nous on perçoit comme étant un groupe uni d'un milliard, uniforme d'un milliard, en fait, ce sont des États qui se sont fédérés et voilà, et qui sont aujourd'hui, qui sont cette puissance, qui est cette puissance. Et donc, parce que la critique qu'on fait souvent au panafricanisme, je me suis retrouvé souvent dans les conférences où je disais le panafricanisme est notre survie, et les gens disent mais on est trop différents. Et on pourra jamais être unis parce que trop différents. Et si on prend l'exemple chinois, donc, on peut considérer que il faut qu'on devienne unis pour être fort, et il faut
que on dépasse nos différences pour devenir un seul continent et qu'on arrête de dire qu'il y a plusieurs Afriques, comme on le dit partout. Et oui, et les gens qui te disent ça, est-ce qu'ils ont la volonté de puissance? Et et ça emmène à cette question, la volonté de puissance, c'est un gros mot. C'est pas un gros mot. La volonté de puissance doit être réelle, doit être manifestée, doit être affirmée. Et tu parlais d'unification. Et c'est vrai que l'unification a touché tous les grands peuples qu'on connaît dans l'histoire. Gengis Khan a dû rassembler toutes les tribus de Mongols qui étaient nomades. Il les a sédentarisés. Et il a créé cette force qui a dominé. D'ailleurs, c'est lui qui a le plus grand empire, plus grand que celui d'Alexandre le Grand. Ok. Tu vois, ça, on le sait pas, mais il a eu un empire plus grand. Et son empire c'est allé de l'Europe de l'Est, presque l'Europe de l'Ouest, jusqu'à l'autre bout de l'Asie et le nord de la Chine. Il est rentré en Chine. Et il a dû, et les empereurs chinois ont dû faire des accords avec lui. Jusqu'à ce que son pouvoir s'étiole avec ses fils, etc. Les Japonais ont passé des siècles et des siècles à combattre. Et donc, lorsque Gengis Khan est arrivé, il y avait une armée de samouraïs qui a passé des siècles à combattre, qui était prête et qui l'attendait. Le Japon est uni aujourd'hui.